Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le lundi 27 décembre 2021 et je travaille toujours sur le livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Euh, voilà. Et dans la partie qu'il réserve à Herbert Spencer, un philosophe anglais de l'époque du milieu du 19e siècle, euh, qui s'est intéressé à l'évolution de l'humanité et qui était de la même époque que Darwin, en fait. Voilà. Et donc, dans les chapitres, là on est au numéro 7 de cette philosophie, de mes vidéos. Et donc, il est question de politique un petit peu dans sa vision qui est quand même très matérialiste à mon sens et en même temps qui est libérale. Donc comme voilà, c'est un petit peu ce qui était en vogue en Angleterre et sans doute un petit peu partout, mais il y avait déjà le communisme, le socialisme qui se mettait en face et qui proposait l'égalité. Le libéralisme proposait la liberté d'entreprendre et le communisme en face proposait l'égalité entre les hommes. Et donc, voilà, je continue un petit peu la lecture de ce livre. Alors, bien souvent, c'est ce qu'écrivait Will Durant en, en, après sa lecture de Herbert Spencer. Donc là, je reprends. Tels qu'ils sont maintenant constitués, les hommes n'accepteront pas une égalité forcée. Et il avait raison. Il avait raison. Ça a été difficile, oui. Ils l'ont accepté, le communisme, la Russie. Quand le bolchevisme s'est imposé, euh, je pense que la plus grande partie du peuple était content de cette idée d'égalité et de la force que ça allait amener et du confort que ça allait amener dans leur vie. Mais on n'impose pas l'égalité. Ça a été mal vendu en somme. Et puis vendu par des gens qui ont abusé en fait de l'idée du marxisme et du pouvoir quand ils l'ont eu. Tant que le milieu automatiquement changé n'aura pas changé automatiquement le caractère humain, la législation qui décrétera des changements artificiels sera aussi futile que l'astrologie. Et il a raison, c'est ça. On ne peut pas changer le caractère humain de manière brutale. Mais tout ça, je l'ai écrit sur la mécanique universelle. Donc j'ai bien détecté, bien avant voilà, de prendre conscience que Herbert Spencer y avait déjà pensé un siècle avant. L'idée d'un monde gouverné par la classe salariée répugnait à Spencer. Et il avait raison. On ne peut pas être dirigé par la classe salariée, en fait. C'est antinomique, ça ne fonctionne pas. La démocratie, c'est l'élite qui monte. On fait monter les meilleurs même s'ils viennent d'un mélange de peuples, d'élites, etc. Mais ce sont les meilleurs qui montent et qui font la politique de l'ensemble. Mais ce n'est pas la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat est un gros problème euh, dans, au niveau de, de l'organisation. On ne peut pas. Il n'avait aucune sympathie pour les leaders des trade unions, pour autant qu'il les pouvait connaître
par l'organe réfractaire du Time. Il remarquait que les grèves sont inutiles et que la plupart échouent. Bon, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Heureusement que c'est les grèves qui ont fait avancer l'évolution. Quand il écrivait ça, il n'avait pas pris conscience des progrès que les grèves et que la révolte a eu sur la fin du 19e siècle et l'abus du capitalisme sur ses ouvriers. Si tous les travailleurs se mettaient en grève à différents moments et obtenaient gain de cause, il est à présumer que les prix augmenteraient en proportion de l'augmentation des salaires et que la situation redeviendrait ce qu'elle était auparavant. Alors même si ça c'est à peu près vrai, mais à chaque fois il y a des gains. Et c'est comme ça que pendant un siècle, un peu plus d'un siècle, les luttes syndicales, les luttes ouvrières ont gagné tout ce qui a été gagné entre ce qui avait été donné par le patronat au XIXe siècle, c'est-à-dire une misère. Ils maintenaient leurs ouvriers dans des conditions lamentables, ils les faisaient travailler 10 heures par jour, 7 jours par semaine, les enfants y compris, les femmes idem, moins bien payées, etc., etc. Donc, c'est ces luttes-là qui ont fait que aujourd'hui, voilà, jusqu'à il y a 40 ans, ça a toujours été en évolution. Jusqu'à ce que le néolibéralisme s'impose, on a toujours gagné des, des acquis sociaux. Le temps de travail a diminué, les conditions de travail se sont améliorées, le travail des enfants a été interdit, etc. etc. On avançait vers l'égalité des droits hommes-femmes et le patronat ne l'acceptait que parce qu'il y avait une lutte en face. Ça n'a jamais été donné gracieusement. Les patronats n'ont jamais dit bon ben voilà, on va augmenter spontanément vos salaires, on va augmenter vos aides sociales, on va augmenter ci, on va augmenter ça. Ça a été un travail de forte lutte pour acquérir tous ces droits sociaux. Et à partir du moment où le capitalisme a tué le communisme, dans les années 80, il est devenu tout puissant, il a corrompu les syndicats, il a pris les médias, donc il n'y avait plus de garde-fous, il n'y avait plus ni le communisme en face, ni les journalistes qui pouvaient critiquer, il n'y avait plus d'esprit critique. Et en plus, ceux qui étaient anciennement communistes se sont trouvés avec un effondrement de toutes leurs valeurs. Donc ils ont été stupéfaits pendant une quantité de temps, quoi, hein, des années 80, 90, 2000. Toutes ces années-là, le néo-capitalisme, le néolibéralisme est rentré comme dans du beurre dans tous les acquis sociaux, a détruit tout ce qu'il pouvait détruire, récupérer tout ce qu'il avait donné pendant un siècle, et pour remettre de la précarité, ci, ça, etc. Enfin, c'est une catastrophe quand ça sera bien analysé, parce que pour l'instant, comme ils tiennent les médias, les puissants, personne n'ose parler vraiment de ça dans les médias, et donc le peuple n'est pas conscient de ce recul, de ce reflux. Et ce reflux avait une raison. Hein, il fallait faire refluer ces acquis sociaux pour équilibrer l'humanité au sein de la mondialisation. Mais on doit le constater, on doit constater que ce qu'a fait le patronat occidental, et en allant rechercher des esclaves avec les délocalisations dès qu'ils pouvaient le faire, c'est même un scandale que les journalistes se soient écrasés devant ce genre de choses en pensant que des patrons allaient fermer une boutique ici pour aller, une usine ici pour aller exploiter des mecs en Inde ou en Chine
ou ailleurs, encore en Chine, il y avait des défenses de trucs, mais dans une quantité de pays, ils se sont installés là-bas pour aller récupérer exactement ce qu'ils avaient au 19e siècle, le patronat en Occident. Donc il y a quand même un truc qui reste dans leur état d'esprit. Ce désir d'esclavage, il est là, quoi. Instinctif, hein, c'est pas quelque chose qui se fait de manière déterminée. Mais enfin, voilà où ça en est. Toutefois, Spencer n'était pas aveuglement conservateur. Il se rendait compte du chaos et de la brutalité du système social de son temps et recherchait avec zèle les moyens de le remplacer. Voilà. Donc Spencer était quand même un empathique, un empathe, un hyper empathe. Donc il voyait bien, il était logique, même je pense pour un philosophe de cette période, de la moitié du 19e siècle, de penser que le libéralisme était la meilleure option pour faire évoluer l'humanité. Mais en même temps, il se rendait compte que qu'il y avait de la brutalité dans ce système. Euh, voilà. Et donc il finit par se prononcer en faveur du mouvement coopératif. C'est pas rien quand même, c'est vraiment incroyable quoi. Il le considérait comme l'aboutissement de cette transition d'État à contrat dans laquelle Sir Henry Maine avait découvert l'essence de l'histoire économique. C'est quand même vraiment intéressant. La réglementation du travail devint moins coercitive à mesure que s'élève le type de la société. Nous atteignons ici une forme de société où la contrainte est réduite au plus infime degré compatible avec l'action combinée. Chaque membre est son propre maître par rapport au travail qu'il fait, et il n'est soumis qu'aux lois établies par la majorité des membres. Bon, il y a une chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on n'est pas in situ. On ne voit pas vivre ces gens au 19e siècle. Peut-être que le monde ouvrier par rapport au monde paysan d'où il venait était déjà une évolution et peut-être que les souffrances qu'ils enduraient étaient relatives par rapport au temps qu'ils vivaient. Donc voilà, il faut aussi resituer ça. Et il n'est soumis qu'aux lois établies par la majorité des membres. Alors, plus loin, le contraste entre les types militaires et industriels est marqué par le fait que se substitue à la croyance que les individus existent pour l'État, la croyance que l'État existe pour les individus. Voilà, ça on l'avait vu. Alors après, le chapitre 7, c'est l'éthique, l'évolution de la morale. Ce problème de la réforme industrielle a une telle importance aux yeux de Spencer qu'il y consacre encore la plus grande partie des principes de l'éthique. 1893. Quand même, il arrive presque à la fin du 19e siècle. Donc il a tout vu. Il a vu l'abus des patronats, le monde industriel s'imposer, etc. Cette dernière partie de ma tâche, écrit-il, par rapport à laquelle je regarde tout ce qui précède comme subsidiaire. Donc pour lui, c'était l'évolution de l'éthique, c'était quelque chose d'important. Tout pénétré de la sévère moralité d'un homme de l'époque mi-victorienne, Spencer était particulièrement préoccupé par le problème qui consistait à trouver une nouvelle morale naturelle pour remplacer le code moral jusqu'à là associé à la foi traditionnelle. Et là, c'est un des grands chapitres de la mécanique universelle. Que se passe-t-il entre la morale religieuse, la passation de pouvoir entre la morale religieuse et la morale laïque? Et dans le no man's land de cette période-là, c'est ce que nous vivons. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est la loi qui doit remplacer le religieux, la morale religieuse, mais elle ne remplit pas complètement son rôle. Et si on ne laisse pas la morale religieuse, malgré tout,
faire une partie d'entraide aux, aux laïcs, eh ben on se retrouve avec ce qu'on est en train de vivre depuis un bon moment, c'est-à-dire une possibilité d'abuser autrui, parce que il y a pas, si on reste dans la légalité, on, sans morale, sans empathie, eh ben, on peut trouver des moyens d'abuser sans être hors la loi. Et c'est ce que fait le néolibéralisme. C'est ce que font une grande partie de... Voilà, les médias, ils abusent le peuple qui sont censés servir en les abusant, tout simplement, hein, en les transformant ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Et dans une grande légalité. Il n'y a pas de loi qui interdit encore la manipulation journalistique. Elle viendra, cette loi, dans 10, 15, 20 ans, dans 30 ans, il y aura une loi qui interdira ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la manipulation par des journalistes au profit de leurs grands patrons, des patrons qui ont acheté les médias, de la foule, du peuple, et du maintien dans une sorte d'abus et d'empêcher la révolte de se produire pour faire évoluer la société. Voilà. Alors, pour en placer jusque-là associé, les sanctions surnaturelles de la bonne conduite, une fois rejetées, ne laissent pas de vide. Il existe des sanctions naturelles non moins péremptives et qui embrassent un champ bien plus vaste. La morale nouvelle doit avoir pour fondement la biologie. L'acceptation de la doctrine de l'évolution organique détermine certaines conceptions éthiques. Huxley, dans ses cours à Oxford en 1893, prétendait que la biologie ne pouvait servir de guide à la morale, que la nature aux dents et aux griffes sanglantes, comme disait Tennyson, exaltait la brutalité et l'astuce plutôt que la justice et l'amour. Et c'est vrai, c'est exactement ça. La biologie ne peut pas servir de guide à la morale. Il faut quelque chose d'autre, il faut un enseignement moral, il faut un enseignement empathique, il faut, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. La nature, si on laisse la nature prendre le pouvoir, l'homme, il abuse ses congénères, tout simplement. Il est le dominant, abuse le dominé, etc. Donc il faut quelque chose de plus. Mais Spencer sentait qu'un code moral qui ne soutiendrait pas l'épreuve de la sélection naturelle et de la lutte pour la vie était condamné d'avance à n'être qu'un berbiage inutile et sans valeur. La conduite, comme toute autre chose, doit être qualifiée bonne ou mauvaise, suivant qu'elle est bien ou mal, adaptée au but de la vie. La conduite la plus parfaite est celle qui contribue à la plus grande extension, à la plus grande profondeur, à la plus grande plénitude de vie. Voilà. Ou pour reprendre les termes de la formule d'évolution, la conduite est morale dans la mesure où elle produit une plus grande intégration et une plus grande cohérence de l'individu et du groupe parmi une hétérogénéité de fins. Voilà. Alors on continue. Voilà. Là, il y a encore un passage d'un texte d'un écrit de Herbert Spencer. Les veuves des chefs fidjiens considèrent que c'est leur devoir sacré de se laisser étrangler à la mort de leur mari. Une femme qui avait été sauvée par Williams s'échappa pendant la nuit, traversa la rivière à la nage et se présentant devant ces gens insista pour que fût achevé le sacrifice que dans un mouvement de faiblesse elle avait refusé de subir. Voilà, donc il y a toute cette forme
de croyances anciennes que l'évolution devait permettre de faire évoluer. De faire évoluer ces traditions qui étaient criminelles d'une certaine façon. De tels faits naturellement heurtent la croyance à l'existence d'un sentiment moral inné qui dicte à chacun ce qui est bien et ce qui est mal. Donc voilà, pour lui, il y a des régions où la morale de ce côté-ci des Pyrénées n'est pas la même que de l'autre côté des Pyrénées. Et donc on ne peut pas établir une morale universelle. Mais c'est faux, elle existe cette morale universelle, à mon sens. Elle est là, il suffit de la trouver et d'y réfléchir plus profondément. Alors, il est pourtant certain que le sens moral inné, s'il existe, est aujourd'hui mal en point, car jamais les notions éthiques n'ont été plus confuses. Il est notoire que les principes que nous appliquons dans la vie courante sont grandement contraires à ceux que nous professons dans nos églises et dans nos livres. L'éthique professée en Europe et en Amérique est un christianisme pacifiste. L'éthique réelle est le code militariste des teutons maraudeurs d'où sont sortis presque partout en Europe les couches dominantes. Et il a tout compris en plus à ce niveau-là. Et effectivement, on est en grand décalage entre ce que dit le christianisme, le judéo-christianisme, ce qu'il préconise et ce qui est réellement appliqué. Et c'est sur ça qu'on devrait combattre ceux qui disent la France est un pays judéo-chrétien, etc., et qui utilisent cet argument pour faire passer leur racisme, tout simplement, hein, voilà, contre les autres cultures. Et on devrait leur marteler, en somme, qu'ils se comportent vraiment à l'opposé de l'éthique de la morale du christianisme. Pacifiste, hein, et généreux, et bienveillant, etc. Et ça devrait être systématique. Malheureusement, les médias sont de leur côté. Donc, la vraie... Et puis, il n'y a pas une vraie... voilà, il n'y a pas une... Il y a quelque chose qui a disparu au niveau du spirituel là-dedans. Voilà, alors là il dit que la pratique du duel dans la France catholique et dans l'Allemagne protestante est un reste tenace du code teuton primitif. Nos moralistes ont autant de peine à justifier ces contradictions que les moralistes de la Grèce monogame et ceux de l'Inde à expliquer la conduite des dieux qui avait été imaginée à une époque de semi-promiscuité. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un décalage entre ces choses. Et ça marche au forcing. Voilà, c'est les racistes d'aujourd'hui qui utilisent l'idée du judéo-christianisme, ils passent au forcing, ils passent pas par l'intelligence, ils passent pas par la véracité de leur point de vue, ils passent parce qu'ils ont le pouvoir avec eux, c'est tout. L'éducation des citoyens se fera d'après les préceptes de la morale chrétienne ou du code teuton, selon que la tendance prédominante de la nation sera la guerre ou l'industrie. Une société belliqueuse exalte certaines vertus et excuse ce que d'autres peuples pourraient appeler des crimes. L'agression, le vol et la déloyauté ne sont pas condamnés catégoriquement chez les peuples à qui la guerre en a fait contracter l'habitude. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà, là, l'Occident pille les richesses par exemple, en Syrie. Voilà, celui qui s'y intéresse un petit peu de près, on sait très bien que ce pays est pillé par des gens qui se disent chrétiens, catholiques, etc., et qui en fait ne font que
voilà, l'agression, le vol et la déloyauté ne sont pas condamnés catégoriquement chez les peuples à qui la guerre en a fait contracter l'habitude. Et c'est ce que nous sommes. L'Occident, malheureusement, est dominé par ces dominants-là. C'est tout. Et qui en plus, dramatiquement, font passer leur état d'esprit à l'ensemble de la population, qui avant était chrétien, qui avant était spirituel, qui avant euh, obéissait ou avait l'empathie de, liée au, aux spiritualités du monothéisme. Mais ces nouveaux dominants, depuis 40 ans, en ayant les médias à leur botte, transforment l'état d'esprit du peuple. Et c'est pour ça que la cruauté est aussi intense à l'intérieur du peuple même, du peuple envers le peuple. Et, et c'est voilà, et ça c'est le plus préjudiciable, je pense, le changement de mentalité. Comme ils le sont par les peuples qui ont appris la valeur de l'honnêteté et de la bienveillance dans l'industrie et dans la paix. La générosité et les sentiments d'humanité s'épanouissent d'autant plus que la guerre est plus rare et que de longues périodes de tranquillité féconde inculquent les avantages de l'entraide. Dans une société belliqueuse, le patriote considérera comme la plus haute vertu de l'homme la bravure et la force. C'est exactement ce que sont en train de nous ramener les extrêmes. L'obéissance comme la plus haute vertu du citoyen, c'est exactement ce que préconisent certains nouveaux candidats. La résignation silencieuse à de multiples maternités, comme la plus haute vertu de la femme, c'est ce que faisait le nazisme. Le Kaiser pensait que Dieu était le grand chef de l'armée allemande et faisait suivre son approbation du duel de l'assistance au service divin. Les Indiens de l'Amérique du Nord considéreraient comme la plus noble occupation de l'homme l'usage de l'arc et de la flèche, de la massue et de la lance. Le travail agricole et industriel était à leurs yeux chose dégradante. Ce n'est que dans ces derniers temps, maintenant seulement, que le bien-être national dépend de plus en plus des capacités supérieures de production et celles-ci de facultés mentales plus développées qu'ils se sont pris d'estime pour les occupations autres que celles de la guerre. Or, la guerre n'est autre chose que du cannibalisme en gros, et c'est exactement ça. L'Occident dévore, c'est un cannibale dans les guerres qu'il a fait au 19e siècle, c'est hallucinant quoi. Entre nous, hein, dans les guerres qui ont ravagé l'Occident, voilà, dans cette période-là, les guerres qui sont allées dans le colonialisme, les guerres du Vietnam, les guerres, enfin toutes les guerres qu'on a initiées, c'est du pur cannibalisme, tout simplement. Voilà, il faut être juste avec les choses. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit pas mise sur le même rang que le cannibalisme, et comme telle condamnée sans équivoque, écrivait à cette époque-là. Donc, ou Herbert Spencer, mais en tout cas, c'était sur l'idée de Herbert Spencer. Donc, c'était un grand génie, ce Herbert Spencer. Le sentiment donc, et l'idée de justice ne peuvent grandir que dans la proportion où les antagonismes externes des sociétés diminuent et où l'harmonie interne de la collaboration augmente entre leurs membres. Comment cette harmonie peut-elle se réaliser? Elle est, comme nous l'avons vu, le produit de la liberté plutôt que le résultat d'une réglementation. La formule de la justice devrait être celle-ci. Ouvrez les guillemets. Chacun est libre de faire tout ce qui lui plaît pourvu qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui. C'est là une formule hostile à la guerre, laquelle exalte l'autorité, l'enrichit
réglementation et l'obéissance. C'est une formule favorable à l'industrie pacifique, car elle stimule au plus haut degré en assurant une égalité absolue de chances. Elle est compatible avec la morale chrétienne, car elle considère toute personne comme sacrée et défend l'homme contre toute agression. Et elle a la sanction de ce juge suprême, la sélection naturelle, parce qu'elle ouvre à tous, à d'égales conditions, les ressources de la terre et permet à chaque individu de prospérer selon ses capacités et son travail. Ce principe pourra au premier abord paraître inhumain, et bien des gens lui préféreront comme capable de s'étendre à la nation le principe familial qui consiste à donner à chacun, non selon ses capacités et le produit de son travail, mais selon ses besoins. Mais une société qui serait gouvernée d'après de semblables principes serait bientôt éliminée. Voilà, je n'ai pas la force de commenter tout ça, mais on continuera une vidéo. Voilà, j'ai dépassé le temps. À bientôt, merci de votre écoute.